Bonjour, je m'appelle Charlène Petit et je travaille dans le secteur à but non lucratif depuis 10 ans. J'accompagne les OBNL et fondations dans leur stratégie de croissance et le développement de leur notoriété en ligne. Le reste du temps, j'enfile ma casquette de créatrice de contenu à travers mon podcast Philanthropio et ma newsletter Vitamine G, comme générosité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique portant cette fois-ci sur les liens entre philanthropie et environnement. Aujourd'hui, je vous parle de l'avenir et des défis de la philanthropie climatique et environnementale dans une période empreinte de climato-scepticisme, de fabrique de l'ignorance et de marche arrière des politiques en matière de transition écologique. Si on remonte le fil de l'histoire, l'action philanthropique environnementale a fait son apparition dans les années 80 et 90. Elle a notamment permis la création de forums de construction de décisions et de règles communes. On peut citer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à Rio en 1992, alors même que les preuves scientifiques étaient moins nombreuses qu'aujourd'hui. Les premiers grands programmes environnementaux ont également joué un rôle déterminant dans la création de la Conférence des parties, aussi appelée Conférence des États signataires. Dans les années 2000, ces premiers pas se poursuivent de manière plus soutenue, grâce à l'émergence de nouvelles fondations américaines, créées par des philanthropes ayant fait fortune dans la finance ou les technologies. C'est le cas de la Gordon and Betty Moore Foundation, née en 2000 et dont le programme Conservation environnementale a totalisé plus de 860 millions de dollars sur la période 2000-2008. D'autres fondations, plus anciennes, investissent de plus en plus de fonds dans des projets environnementaux comme la Packard Foundation ou la William and Flora Hewlett Foundation, ayant commandé avec 6 autres fondations le rapport Design to Win, Philanthropy's Role in the Fight Against Global Warming en 2007. Ce rapport avait pour but d'établir un plan d'action pour le monde de la philanthropie dans la lutte contre le changement climatique en proposant de limiter l'augmentation de la température terrestre à moins de 2 degrés d'ici 2030. Dans les années 2010, on voit apparaître des organisations philanthropiques collaboratives, établies conjointement par plusieurs fondations souhaitant mutualiser leurs ressources financières au sein d'entités partagées. La Climate Works Foundation ou encore la European Climate Foundation en sont des exemples. Mais l'inflexion majeure dans l'engagement climatique a lieu dans les années 2020 avec le mouvement Philanthropy for Climate et la multiplication des coalitions de fondations pour le climat, d'abord au Royaume-Uni, puis en France, en Espagne, en Italie, au Canada, en Pologne ou encore au Brésil. Nous assistons dès lors à un changement de paradigme marqué par la volonté de mobiliser l'ensemble des fondations et organismes, tous secteurs confondus, autour des enjeux environnementaux. Ainsi, il ne fait par exemple aucun sens de s'intéresser à l'éducation et à la jeunesse sans s'intéresser à la menace climatique qui pèse sur les générations futures. Aussi, il devient nécessaire d'intégrer ces enjeux dans toutes les activités des fondations dans une approche holistique et transversale. En effet, financer le virage écologique à partir d'actifs financiers à l'empreinte carbone élevée, c'est pas super cohérent. De la même manière, mener une réforme organisationnelle à 360 degrés sans former le personnel, c'est un peu comme essayer de grimper l'Everest en tongs. Malgré tous ces signes d'intégration croissante des questions environnementales dans le secteur philanthropique, nous faisons face à un paradoxe de taille, l'insuffisance des financements. Selon la Climate Works Foundation, ceux-ci sont estimés autour de 2% à l'échelle mondiale, soit entre 7,5 à 12,5 milliards sur 810 milliards de financements globaux en 2021. Au Canada, selon des informations relayées par le Clean Economy Fund, la philanthropie consacrée au changement climatique représente seulement 0,9% de l'ensemble de la philanthropie. Nous sommes bien loin du compte en comparaison de l'accélération des changements climatiques. Pourtant, la philanthropie environnementale n'a jamais été aussi présente dans l'espace public et médiatique avec des gestes forts. Il suffit de se remémorer le don historique du fondateur de Patagonia, Yvon Chouinard, qui a transféré la propriété de son entreprise à un trust et une ONG environnementale en 2022. Il y a quelques mois, la fondation familiale Trottier a annoncé ajouter 150 millions de dollars à son programme climat dans le cadre du Clean Economy Fund, qui regroupe 8 autres fondations de familles fortunées au Canada et portant le financement du fonds à 405 millions de dollars. Chez nos voisins américains, le milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg a décidé de supplanter le gouvernement et de pallier lui-même l'arrêt des financements à l'ONU suite au retrait des USA de l'accord de Paris. Alors qu'est-ce qui cloche? Pourquoi la philanthropie environnementale ne semble toujours pas à la hauteur des enjeux? Je propose d'avancer plusieurs pistes de réflexion.
Tout d'abord, les financements se sont surtout concentrés jusqu'à présent sur l'atténuation des risques climatiques, c'est-à-dire les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le programme climat de la Fondation familiale Trottier que j'évoquais à l'instant en est la parfaite illustration, puisqu'il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets des changements climatiques dans 6 secteurs d'activité en particulier: les villes, le transport, l'énergie et l'industrie, ainsi que l'investissement durable et la santé. Le financement de l'adaptation au climat actuel et à ses conséquences, ainsi que des pertes et dommages liés aux dégâts climatiques, font encore défaut. Or, face à des événements climatiques extrêmes dont la fréquence et l'intensité ne cessent de croître, les investissements nécessaires pour répondre aux impacts déjà manifestes dans nos vies deviennent désormais aussi critiques, voire plus urgents, que les mesures de réduction des émissions. En gros, devant tant d'axes d'intervention où investir, les fondations ont du mal à aller aussi vite que la musique climatique. Autre élément à considérer, les organisations philanthropiques doivent non seulement transformer leurs propres pratiques, mais aussi prendre en compte de nombreux paramètres imbriqués les uns dans les autres et qui tendent à redéfinir le cadre de leur action. Face à l'urgence d'une transition qui doit être non seulement écologique, mais aussi équitable, ces organisations se retrouvent contraintes d'évoluer d'une philanthropie strictement climatique vers une philanthropie dite de transition juste, dans sa triple dimension sociale, écologique et démocratique. Cette complexité place les fondations dans une position où la multiplication des priorités et l'interconnexion des enjeux créent un véritable défi stratégique. La montée du climato-scepticisme n'arrange pas non plus les choses. En France, le dernier baromètre de l'Agence de la transition écologique a révélé que cette hausse était surtout liée à la proximité politique. 79% de ceux qui se classent très à gauche sont convaincus que le changement climatique est dû à l'activité humaine, contre seulement 49% parmi ceux qui se classent à droite. On assiste donc à une polarisation idéologique attisée par le complotisme et la désinformation circulant sur les réseaux sociaux. Le mathématicien en sciences sociales David Chavalarias a révélé dans une étude parue sur climatoscope.org que les activités climato-sceptiques avaient été multipliées par 6 entre 2021 et 2023 sur le réseau social X. Dans ce contexte, la philanthropie se trouve confrontée à un dilemme stratégique majeur. Doit-elle maintenir sa traditionnelle posture de neutralité ou assumer plus explicitement la dimension politique de ses engagements ? Chose certaine, elle devra adapter ses stratégies de communication et de mobilisation pour rassembler sur la question de la transition écologique et sociale, en particulier auprès des jeunes, chez qui le scepticisme est le plus saisissant. Toujours selon le baromètre de l'Agence de la transition écologique, 30% des 18-24 ans estiment que le changement climatique est un phénomène naturel. 5% nient la réalité même du changement climatique et ils sont 66% à considérer que les scientifiques évaluent correctement les risques, contre 70% chez les 65 ans et plus. Le registre de l'urgence, de la peur et de la culpabilisation sont à proscrire. Selon le chercheur et enseignant François Gémenet, également collaborateur aux travaux du GIEC, le discours axé sur les valeurs morales ou les risques associés à l'inaction climatique ne fonctionne pas. Il faut plutôt montrer les bénéfices associés à l'action et pourquoi nous avons intérêt à agir. La transition ne doit pas être présentée comme une liste d'efforts à accomplir, de coûts supplémentaires, de renoncements et de sacrifices à faire, mais comme une opportunité de vivre dans une société plus désirable. Et oui, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes, Facebook, LinkedIn, Instagram, pour plus de contenu et nous laisser vos commentaires. Je voudrais remercier Laurence Croteau et Philab pour la production et la mise en onde de cet épisode. Ici Joey McIntosh et on se dit à bientôt.